Une carte japonaise à plus de 2500 €, c'est le cas d'une Octali VMAX alternative gradée en PSA 10. Bien que les cartes japonaises aient été pendant longtemps des cartes bon marché et d'incroyables affaires, aujourd'hui on va voir comment il est possible qu'une carte aussi récente datant de moins de 3 ans atteigne un tel prix. Lâche le petit pouce bleu, ton abonnement et on est parti. Retour en 2020 quand je commence à collectionner. Le japonais se trouve en quantité astronomique et bien plus imprimé que le français, pour 3 à 4 fois moins cher. Je me dirige donc naturellement vers cette langue, du Pokémon étant compliqué à trouver à l'époque, on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo, et les cartes sont bien mieux imprimées. Regardez la différence entre la carte que je vous ai présentée tout à l'heure, on a beaucoup plus de texture sur la carte japonaise. Je vous ajoute quelques détails sur le japonais qui expliquent la raison de mon choix à l'époque. Les displays coûtent tout simplement 4 fois moins cher, là où à l'époque on retrouvait des displays sur le marché international autour des 180-200 €, les displays japonaises coûtent presque 4 à 5 fois moins cher avec des displays qui sont normalement à 35 €. On peut les retrouver la plupart du temps sur les sites de revente à 45-50, moyennant quand même de la douane, et ça c'était le petit glitch de l'époque. Le problème quand vous importez, c'est que des fois vous pouvez tomber sur un contrôle et bien évidemment récupérer une petite taxe sur la TVA. Ces jeux, c'est tout à fait normal. Mais voilà, vous voyez bien qu'à l'époque, au niveau du marché, on était sur des displays qui étaient bien moins chers que des displays françaises. La seule différence, c'est que les displays Jap contiennent moins de boosters, ils en contiennent 30, là où les collections françaises en contiennent 36, et les collections spéciales, mais ça on va y revenir, donc les points 5 contiennent seulement 10 boosters mais avec des ultra rares de garantie, puis ce genre de choses. C'est des collections assez spéciales, donc on va pas les prendre en compte ici. Mais la différence, c'est que les collections japonaises comparées aux internationales ont des quotas, c'est-à-dire que lorsque vous allez ouvrir une display de 30 boosters, et bien vous allez avoir une secret de garantie à l'intérieur, chose qui n'existait pas à l'époque dans Pokémon. Vous avez donc une carte de la rareté maximale qui est garantie lorsque vous ouvrez une display, et ça clairement on peut pas mettre ça de côté. Si à prix équivalent vous achetez 3 displays japonaises ou 4 et vous réussissez à avoir 3 ou 4 secrets dedans, c'est clair que ça fait bien plus plaisir que d'ouvrir pour 200 € des cartes françaises où vous n'avez pas forcément d'ultra rare. Mais attention, les cartes japonaises ne sont pas éditées de la même façon. Les secrets chez eux comprennent également les dresseurs et les Pokémon Full Art, comme je vous affiche ici à l'écran. Les cartes qui chez nous sont des ultra rares toutes simples, chez eux deviennent des secrets, et donc si vous les tirez, gâche un peu votre quota où vous n'allez pas pouvoir avoir votre Pokémon alternatif de vos rêves, mais une simple dresseur un peu flinguée. Mais chose incroyable, là où la France boude un peu les dresseurs, ces cartes atteignent des records au Japon. Elles font tout simplement partie des cartes les plus recherchées et chères. Regardez par exemple cette Erika qui vient de la série 151, une série très appréciée dernièrement. On voit la différence entre le japonais et le français qui est clairement énorme. On est sur du x4 voire x5 selon la période. Voilà donc les principales différences entre les displays japonaises et françaises. Et surtout, chose très importante à l'époque, c'était le confinement. On ne pouvait donc pas se fournir du Pokémon comme on voulait, puisque les magasins ouverts étaient les seuls qui étaient de première nécessité. Exit tout ce qui est magasin de jouets, etc. On avait même un peu d'hypocrisie de la part des supermarchés qui fermaient avec des banderoles leur rayon jouets, alors qu'il y a des gens qui s'amusaient à passer en dessous, bien sûr, pour aller chercher leur coffret. Ne regardez pas comme ça, j'avoue que j'ai peut-être fait un jour, voilà, comme tout le monde. Revenons-en à nos moutons. Les stocks étaient donc grandement réduits, dû aux problèmes d'impression que rencontrait Pokémon Company à l'époque et du scalping de masse. Le scalping, ça va être tout simplement le fait d'acheter des gros stocks pour les revendre tout simplement dans une période de temps réduite, une fenêtre d'à peine une semaine, 10 jours. C'est ça le vrai scalping, ce n'est pas de prendre une dizaine de coffrets pour les revendre dans 1 an, 2 ans, comme certains le pensent. Et du côté des chaînes de production, donc des usines d'impression, etc., on a dû revoir tout ce qui est formalité. Des cartes moins imprimées, moins de stocks et moins d'offres. En plus de ça, les stocks se retrouvent directement sur internet à 3-4 fois le prix sur des plateformes de revente style Vinted, eBay. Autant vous dire qu'à l'époque c'était très compliqué de se fournir en Pokémon. Sans oublier les robots qui achetaient automatiquement sur les sites les moins chers les coffrets pour les revendre juste derrière. C'était clairement à l'époque une course pour récupérer un item. Fallait le mériter son item très clairement, avec tous les magasins fermés, il fallait se battre pour l'avoir. On parle quand même ici de coffrets qui se vendaient 60 voire 100%, donc le double, juste après avoir été acheté. Vous achetez un petit coffret aujourd'hui là à 25 €
eh bien vous le revendez le jour même pour une quarantaine ou une cinquantaine d'euros. C'était vraiment ça à l'époque. Autant vous dire que là, le marché japonais était bien moins impacté que nous. Et on trouvait de la display encore à foison. Beaucoup de personnes se sont donc dirigées logiquement vers le japonais qui était un bon plan pour l'époque. Et attention, là je vous parle du récent, mais même le Wizard était concerné. On retrouvait des cartes en Irmine, donc état vraiment neuf, sortie de booster pour moins de 10 euros les gars. Du Wizard, des cartes de 1996 pardon, j'en perds le mot, 97. Je les ai vus de mes propres yeux à moins de 10 euros. J'en ai même pris certaines à l'époque. D'ailleurs, petite anecdote, je parlais avec Mister Fuji qui me disait qu'à l'époque il achetait des cartons entiers. Alors c'était bien avant moi, c'était en 2017-2016 il me semble, même un peu avant. Des cartons entiers non protégés de cartes du Wizard, donc des cartes holographiques, du set de base, de Néo, etc. Sachant qu'en France c'est extrêmement dur de trouver ces cartes. Alors set de base vous allez en trouver parce que ça a été pas mal imprimé avec l'époque de la Pokémania, où tout simplement on a eu un gros déferlement avec le jeu qui arrivait en même temps que les cartes, les produits dérivés et puis la série animée, et clairement c'était un raz-de-marée. C'est pour ça que le set de base a été beaucoup plus imprimé que le Néo par exemple. Et bah dites-vous qu'à l'époque il achetait des cartes sans sleeve dans un carton entier, donc des holographiques pour moins de 50 centimes la carte. Les gens les envoyaient, ils les protégeaient même pas. Vous vous rendez compte à quel point c'était une dinguerie. Même moi au moment où je suis arrivé, le Jap était encore bon marché, mais à l'époque tout le monde s'en fichait du Jap et tu pouvais faire des affaires incroyables. Aujourd'hui, le japonais, ça reste quand même une bonne manière d'avoir des cartes anciennes à bon prix. Là où en France, on a eu beaucoup moins de stock et beaucoup moins de cartes, on va dire état correct, parce que la plupart ont été balancés contre les murs avec les petites pièces, les petits cailloux. Enfin, vous connaissez la cour de récré et les cartes Pokémon. Et donc là, vous allez me dire, bah ouais, mais pourquoi c'est aussi cher aujourd'hui? Bah pour toutes les raisons que je vous ai évoquées jusqu'ici, et puis justement ce boom du Covid, beaucoup de gens ont réfléchi de la même façon et se sont donc dirigés vers le japonais aussi. La production japonaise, donc pour un seul pays, s'est retrouvée à devoir contenter l'entièreté du monde. Les différentes manipulations de marché également. Il n'y a pas longtemps, on a eu toutes les cartes de petites filles et de jeunes femmes qui ont explosé. Je pense notamment à par exemple une Lily qui maintenant vaut aujourd'hui plus de 10 000 $, voire 50 000 $ pour une carte promo assez spéciale. Mais même sans compter celle-ci, on a pas mal de cartes dresseuses qu'ils ont fait x5 voire x10 sur une courte période. Aujourd'hui, elles sont un peu retombées, mais on est quand même bien loin des prix de l'époque. On a aussi eu une petite inversion au niveau du marché japonais par rapport aux français. Là où avant, on avait des cartes japonaises qui étaient beaucoup moins chères, comme je vous l'ai dit, par rapport au Jap, bah aujourd'hui, si vous regardez les différentes collections japonaises, on trouve beaucoup plus de cartes plus chères que le français. Et oui, il suffit d'aller voir des petites AR ou même les alternatives pour se rendre compte qu'aujourd'hui, une carte française vaut 2 voire 3 fois moins cher qu'une carte japonaise équivalente. Ce qui est juste un truc de fou. Là où à l'époque, comme je vous l'ai dit, on se dirigeait plutôt vers le japonais pour avoir des cartes moins chères. Récemment, sur le marché français avec Écarlate et Violet, on a eu l'instauration de quotas et on a vu le résultat sur les displays. Certaines alternatives se retrouvent à moins de 6 euros. Regardez-moi ça les gars. Comment vous pouvez vous dire qu'une carte disponible 1 à 2 fois maximum dans une display se retrouve à 6 euros, sachant qu'une display coûte 180? C'est une des cartes les plus rares de la collection. Autant vous dire que ça a contribué à précipiter le marché français vers le bas par rapport au japonais. Il y a eu des petits filous qui se sont placés entre les chaînes. Donc par exemple, vous savez, vous avez des grossistes qui fournissent directement les magasins. Bah, il y a eu des gens du milieu. Voilà, il y a eu des gens qui sont passés au milieu comme ça, qui ont pris des petits displays par là, des petits displays par ici, pour les revendre. Et clairement, les magasins du coup ont eu moins de stock, ce qui fait que les displays sont devenus plus rares. Et bien sûr, les gens qui prenaient du stock comme ça sur le côté ne sont pas allés les revendre au magasin au prix de base, ils sont allés les revendre sur les sites beaucoup plus cher, et tout ça a contribué à faire monter la valeur du japonais. De même que pour la sortie de Tempête Argentée au Japon, donc Paradigme Trigger, on a eu des files d'attente interminables devant les magasins. Bien sûr, les japonais faisaient la queue pour eux-mêmes, mais aussi pour revendre du Lugia alternatif à plus de 600 euros. Dites-vous à quel point c'était n'importe quoi. Après, Lugia est un peu spécial, il a une valeur assez particulière dans le sens où il apparaît très peu de fois et cette carte avait une connotation due à la mort tout simplement de la personne qui l'a créé. On a aussi pas mal de cartes qui sont exclusives au Japon, des items de la même façon qui ne sortent que là-bas. Par exemple, les petits decks du Poké Center comme le deck Yokohama, des box spéciales comme la box Rocket qui était sortie à l'époque où les cartes vendent plus de 10 000 unités. Enfin, c'est juste n'importe quoi les gars. Dites-vous, une carte de la box Rocket à vaut minimum 10 000 $, non gradé je crois. En gradé ça part à pour des sommes astronomiques et c'est normal, c'est des items limités. À l'époque, je ne sais pas si le tirage au sort était déjà existant, mais aujourd'hui ce genre d'item
se fait sur le site du Poké Center par tirage au sort. Ce qui fait que toute cette rareté a contribué aussi à faire augmenter les prix. C'est pour ça que le japonais a autant augmenté. Et bonne nouvelle, apparemment pour 2024, on va avoir une impression qui sera un peu revenue à la normale. Donc on va pouvoir contenter tout le monde à ce niveau-là. Le prix des cartes japonaises va sûrement baisser, le prix des displays aussi. Et c'est assez sympa pour tous ceux qui veulent ouvrir à faible coût et à bas prix. Bah clairement acheter une display à 60 €, ça va être beaucoup mieux que d'acheter une display qui en coûte 180. Peut-être une raison de se remettre aujourd'hui au japonais si jamais vous l'avez quitté un moment où vous ne vous y étiez pas mis dû à la difficulté de s'approvisionner en japonais à bon prix. Et bah normalement début 24 ça sera redevenu plutôt compétitif. Toutes les collections déjà sorties ne baisseront pas de prix selon moi, à voir ce qui va se passer par la suite. On n'est pas à l'abri qu'une collection japonaise qui pète tous les records comme l'a été à l'époque Eevee Heroes où les displays se revendent aujourd'hui à plus de 600 $ reviennent perturber le marché. Mais d'ici là on aura bien profité des prix qui vont rebaisser sur la collection Jap. Si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à mettre le petit pouce bleu, ainsi qu'à cliquer sur la vidéo juste ici pour en voir plus.